J'appelle la réunion à l'ordre. Bienvenue à notre réunion de travail, si vous voulez, de Belle-Baie. On a une belle représentativité de notre population ce soir. On a un document qui va nous être présenté. Ça fait déjà quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois qu'on attend pour, mais c'est pas la faute de personne. Des fois, ça prend le temps. On prend le temps de bien faire les choses. Puis, avec ce document-là, on devrait être en mesure de planifier nos loisirs, puis de développement du côté loisirs de Belle-Baie de façon plus ordonnée. Sur ça, Mme Graffière, est-ce qu'on a eu des déclarations de conflit d'intérêts? Aucun. Est-ce qu'on a le quorum? Oui, nous avons le quorum. On va passer à la première présentation qui devrait durer 45 minutes. Les autres présentations, c'est à peu près quoi? 15 minutes chaque? Une quinzaine de minutes chaque. Mais la première est de 45 minutes. Donc, j'ai le plaisir de m'adresser à Mme Aude Tessier. Le plancher est à vous. Allez-y. Mais bonjour, enchantée. Merci de nous recevoir, de me recevoir ce soir. Donc, comme vous disiez, je viens vous présenter le plan maître des loisirs de Belle-Baie, un travail qui a été fait en grande partie par... Vous pouvez changer la slide. En grande partie par l'équipe de Stantec. On est un studio d'urbanisme et d'architecture de paysage de plus de 30 professionnels basés à Montréal. On a une petite équipe au Nouveau-Brunswick aussi qui connaît bien le contexte local. Puis, le projet est aussi fait en collaboration avec l'équipe de Raymond Chabot pour tout ce qui est programmation et événementiel et un comité de pilotage à l'interne à la ville de Belle-Baie. Donc, pour la structure de la présentation, bien sûr, c'est un rapport de plus d'une centaine de pages, donc on n'aura pas le temps de couvrir absolument tous les sujets aujourd'hui. On va vous faire un résumé, mais on va commencer par vous présenter le contexte du mandat, notre méthodologie, les portraits qui ont été réalisés pour bien analyser le territoire, qui nous ont menés à poser un diagnostic par rapport au loisir. Ensuite, on a analysé les tendances, les pratiques émergentes pour ensuite faire des recommandations dans un plan d'action. Donc, le mandat du projet vise à contribuer puis à augmenter le bien-être et les habitudes de vie actives des citoyens. Donc, pour ce faire, c'est un plan directeur qui recommande des améliorations à faire pour améliorer les loisirs de Belle-Baie. Donc, le plan maître, la méthodologie a été structurée, en faisant 3 portraits. Un portrait du milieu, un portrait des parcs et un portrait de la programmation. Tout ça a été mis en commun avec une consultation qu'on a faite, donc un sondage en ligne et des entrevues d'organismes qui nous ont permis de faire un diagnostic, donc de nommer les forces, les faiblesses, les potentiels et les menaces du territoire et finalement faire des recommandations dans un plan d'action où on propose plus d'une 50aine de pistes d'action pour améliorer les loisirs. Donc, pour ce qui est des portraits, on a débuté par faire un portrait de la desserte des parcs. On a créé 5 secteurs dans la ville qui se basaient principalement sur les noyaux, donc les rassemblements de commerce, de programmation, d'institutions. Puis, ce qui en ressort, en fait, pour la desserte des parcs, c'est que la plus grande concentration se trouve à Beresford et à Petit-Rocher, ce qui concorde quand même avec la densité de la population et les pôles villageois. Pour ce qui est des pôles d'activité, comme je disais, ils sont eux aussi principalement concentrés à Petit-Rocher, à Beresford. Par contre, on retrouve des pôles dans les 5 secteurs qui ont été créés. Puis, vous allez voir là, dans les recommandations, ça a un lien avec les pôles en place. On va passer les secteurs très rapidement. Vous les connaissez bien, puis on veut passer rapidement aux recommandations. Donc, pour Beresford, les faits saillants qui sont sortis, c'est qu'il y a un grand nombre de parcs qui sont dans des milieux d'îlots qui sont sous-utilisés. Donc, vous allez voir, ça se répète dans... Oh, on est un peu trop loin, là. On est pour Beresford, dans la première slide des secteurs. Vous allez voir tous les punchs. OK, parfait, merci. Donc, il y a une concentration, comme je disais, de parcs dans les îlots sous-utilisés. Par contre, à Beresford, on trouve le parc des Amis de la Santé et la plage qui ont beaucoup d'attractivité puis qui ont un fort potentiel pour le secteur. Pour ce qui est de Robertville,
L'effet saillant qu'on en a ressorti, c'est qu'il y a un territoire naturel boisé de grande superficie, qui, dans un contexte similaire à Pointe-Verte, qui a un très fort potentiel, qui est parfois sous-utilisé, qui a un pôle institutionnel au cœur du noyau villageois de Robertville, qui est assez fort pour la densité qui s'y trouve, et que d'ailleurs le seul parc du secteur se trouve dans ce secteur, dans le pôle institutionnel. Pour ce qui est de Nigadoo, on retrouve le Sportplex Richelieu, qui est très important pour le secteur. Puis, on trouve aussi une valeur naturelle et historique importante à Nigadoo avec le parc du Vieux-Moulin. Les faits saillants qui sont ressortis, c'est que ce parc-là, ces valeurs naturelles-là ont un fort potentiel aussi, surtout pendant la saison estivale pour l'instant, que le boisé qui occupe la majorité du secteur est peu fréquenté et, comme je disais, que le Sportplex offre un potentiel intéressant. Pour ce qui est de Petit Rocher, on a la présence du quai qui a un potentiel très important. Puis, on trouve plusieurs installations sportives dans le pôle où on retrouve l'aréna de Petit Rocher. Pour ce qui est de Pointe-Verte, oui, merci. Pardon. Donc, à Pointe-Verte, comme dans les autres secteurs, le potentiel naturel, on a découvert qu'il était sous-utilisé. Par contre, le potentiel est là. Il y a une forte richesse naturelle dans le secteur. Et le pôle institutionnel est très important à Pointe-Verte, avec la présence de la Barque, qui est un organisme communautaire d'importance. Donc, suite à l'analyse des secteurs, on a dressé l'inventaire des équipements. Merci. Des équipements pour voir quels équipements étaient en déficit et lesquels étaient en surplus. On a dressé ces ratios-là par rapport aux besoins du ministère du Québec, mais aussi adaptés à la densité au Nouveau-Brunswick du secteur de Belle-Baie. Ce qui est ressorti, c'est qu'il y a un déficit en terrain de pickleball, de skatepark, de pétanque et de buttes à glisser, principalement. Les buttes à glisser, vous allez voir, on en reparle plus tard quand on parle de saisonnalité, d'ailleurs. Pour ce qui est des surplus, le plus important, c'est en terrain de baseball. On trouve 4 terrains de baseball, donc, un terrain par 1500 résidents, quand en fait, en recommandation, on recommanderait normalement un terrain pour 5000 résidents. Il faut faire un bémol sur ces informations-là. C'est pas parce qu'on a trop d'équipements qu'il faut les retirer. C'est juste une information qui aide à savoir où mettre les efforts pour les futures installations. Donc, pour le portrait socio-économique, ça, je pense que j'apprendrai rien à personne. Ce qui est ressorti le plus, c'est la nouvelle tendance de déménagement de familles dans la région. Donc, oui, la population est vieillissante, mais elle est moins qu'ailleurs. On voit que dans les dernières années, il y a plus de familles qui ont aménagé dans le secteur et de moins en moins de personnes aînées. Pardon, je vais juste prendre une gorgée d'eau. Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que ça va? Ça va? OK. Continue. Tout va bien. Tout va bien. Tu as le droit de prendre de l'eau, là. Merci. Donc, pour ce qui est des ménages, comme je disais, 37 % de la population est des ménages avec enfants, donc bien sûr qui ont des besoins en loisirs particuliers. Et la typologie des logements, qui est très importante, de 69 % de maisons unifamiliales. Ça, bien sûr, ça a un gros impact dans nos recommandations parce que les maisons unifamiliales, normalement, ont un terrain, ont une cour. Donc, l'offre en loisirs doit être différée de cette cour-là que les gens ont tendance à avoir. Donc, ensuite, on a réalisé une consultation publique sous forme de sondage en ligne où la raison des fréquentations des parcs durant la saison hivernale, parce qu'on savait que c'était peut-être un enjeu qui allait devoir être traité, est à 49 % de marche ou de randonnée, ce qui est énorme. Puis, 51 % des répondants fréquentent les parcs durant la saison hivernale, ce qui est moins énorme. Donc, ce qui reste à voir, c'est qu'est-ce qui peut être fait pour encourager les gens à utiliser plus les parcs durant l'hiver. On a aussi appris que 71 % des répondants sortent de la ville pour faire leurs loisirs. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a certains loisirs qui seraient manquants dans la ville qui sont retrouvés ailleurs. On a aussi demandé le niveau d'appréciation pour l'accessibilité des parcs sous plusieurs thèmes. Puis, les chiffres qui ont été les plus marquants, c'est qu'on
on a seulement un 40 d'appréciation pour la visibilité des parcs et 40 pour la signalisation, ce qui doit être amélioré. On a aussi 17 d'appréciation pour la présence de supports à vélo, qui doivent aussi être améliorés. On a ensuite demandé quels projets devraient être priorisés. Puis les 2 projets qui sont sortis en plus grand nombre, donc à 73 et à 70 seraient l'aménagement d'une piscine extérieure ou intérieure et la bonification de sentiers pédestres et de ski de fond. Il faut tenir en compte que ces données-là sont seulement pour les espaces publics. Donc, c'est la question qui a été posée aux résidents. Puis 5 projets pour la programmation qui seraient à favoriser. À 67 des répondants souhaitent avoir l'ajout d'activités gratuites ou à faible coût. Ensuite, on a fait des entrevues auprès de 10 groupes cibles. Puis les besoins généraux qui sont sortis sont l'accès à des meilleures installations de meilleure qualité, un meilleur éclairage, la promotion des installations offertes, des espaces supplémentaires et une offre d'activités hivernales plus variée. Tu peux passer. Merci. Donc, dans l'analyse de la programmation municipale qui a été faite par l'équipe de Raymond Chabot, on a tiré 3 principaux constats. Donc, pour l'attractivité, ce qui a été conclu, c'est que les activités visent généralement les personnes aînées, ce qui est adapté au contexte démographique actuel. Par contre, on sait qu'il faut aussi s'adapter aux familles, puis que les activités pourraient être plus variées. On a aussi déduit que la majorité des activités sont durant la journée, donc pas trop adaptées aux adultes qui travaillent, donc un élément qui serait à améliorer. Pour ce qui est de l'accessibilité, l'ensemble des activités sont gratuites présentement, puis c'est très apprécié de la population, donc ce serait à conserver. Puis l'ajout d'activités gratuites ou à faible coût, c'est vraiment une priorité pour la population. Finalement, pour ce qui est de variété, donc la présence d'activités flexibles sans engagement est aussi très appréciée. Par contre, comme vous voyez, mal à gauche, dans la liste des programmations municipales, on n'a que quelques sports qui sont offerts, dont le yoga, la marche et le patinage, donc ça serait à varier. Et pour ce qui est de la programmation par les associations, tu peux changer la slide. Celle-là, elle vient complémenter la programmation municipale. Elle est beaucoup plus variée. Par contre, le défi qu'on a trouvé, c'est la communication entre les associations et la ville. Il arrive parfois, par exemple, que les employés municipaux n'aient pas l'information des associations, donc puissent mal la transmettre à la population, par exemple sur la liste des activités offertes ou les horaires. Pour ce qui est de la pérennité, il y a une grande appréciation du partage des infrastructures entre les associations et la ville, ce qui est à continuer. Par contre, on a des difficultés dans le recrutement d'employés et de bénévoles. Donc, ça conclut l'analyse des thématiques. Ça nous a permis de faire un diagnostic avec des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. Pour ce qui est des forces, on a une grande offre de parcs de typologie variée dans la ville. La valorisation des milieux naturels et hydriques est déjà forte et intéressante. L'implication de la communauté et du communautaire est bien vue. Et l'aménagement récent de parcs et d'espaces de loisirs est une grande force pour la ville. Pour ce qui est des faiblesses, on a l'état de plusieurs équipements sportifs et récréatifs qui est à travailler, la visibilité des parcs, dont plusieurs sont situés au centre d'un îlot résidentiel, l'accessibilité des parcs, dont ceux dont je viens de parler, et la présence d'îlots de verdure qui n'ont pas de programmation. Donc, pour les opportunités, on a la formation de pôles récréotouristiques sur les ensembles présents. On a le développement du récréotourisme en lien avec les attraits naturels qui est à travailler et qui est une excellente opportunité. Et le développement d'une programmation complémentaire entre les parcs. Pour ce qui est des contraintes, donc Belle-Baie a une énorme superficie. On ne se ment pas en disant que tous les parcs seront marchables et accessibles à pied, mais c'est une contrainte qui doit être considérée dans les aménagements. On a l'occupation résidentielle unifamiliale dont je parlais tout à l'heure qui impacte la programmation qui doit être faite. Et on a la programmation de la faune et la flore qui sont protégées. Donc, suite au diagnostic, on a fait l'analyse des tendances et des pratiques émergentes, principalement en lien avec les groupes d'âge qui se trouvent à Belle-Baie. Pour ce qui est de la petite enfance à la préadolescence, les besoins principaux
sont un besoin de sécurité qui est extrêmement important, puis aussi le besoin de relever des défis. Donc, que ce soit au très jeune âge ou à la préadolescence, bien sûr, les défis évoluent, mais c'est un besoin dans les aménagements dans les parcs. Pour l'adolescence et les jeunes adultes, ce qui est important, c'est le développement des sports de spécialité et l'intérêt montant pour la nature et pour l'environnement. Un élément qui est très important à considérer aussi pour ce groupe d'âge-là, c'est l'envie de se retrouver en amis et en famille. Pour les adultes et les familles, les besoins sont aussi de se retrouver en amis et en famille, mais la plus grande différence, c'est le besoin d'installations qui vont répondre à différents groupes d'âge. Donc, oui, les enfants jouent dans les parcs, mais leurs parents sont présents aussi et les parents aussi ont besoin d'une certaine programmation. Ensuite, pour les jeunes retraités et les aînés, le besoin de socialiser est très important et de rester en forme et actif. Un autre besoin important pour les personnes aînées, c'est le sentiment de sécurité. Donc oui, bien sûr, les installations doivent être sécuritaires, mais ça doit être ressenti aussi par les visiteurs des espaces. Pour les pratiques et les tendances en aménagement, il y en a un grand nombre. Pour le bienfait de la présentation, on les a regroupés en 4 tendances. Donc, les aménagements inclusifs et l'accessibilité universelle. Vous avez probablement beaucoup entendu parler de l'accessibilité universelle, mais il faut garder en tête que ce n'est pas simplement, par exemple, pour les personnes en fauteuil roulant. Ça peut impliquer, par exemple, les personnes dans le spectre de l'autisme ou avec des difficultés motrices. Donc, on propose de diminuer les obstacles physiques, mais aussi, par exemple, de faire des points de repère intuitifs ou de faire des aménagements sensoriels. Ensuite, pour les tendances en équipement sportif et récréatif, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment une variété et une flexibilité. Donc, les aménagements multisports, par exemple, où la présence d'agora et d'espaces de formation extérieurs peuvent être aménagés, avec, par exemple, des espaces d'entraînement extérieurs. Il faut aussi considérer qu'il y a une montée en certains sports divergents. On a vu, par exemple, récemment la montée du pickleball qui a surpris tout le monde. Il y a aussi plusieurs autres sports qui sont en montée, dont le disque golf, le futsal, le speedminton, etc., qui vont avoir besoin d'aménagement prochainement. Pour ce qui est des pratiques et des tendances en récréotourisme, l'important, c'est de bien identifier les lieux identitaires et de faire des aménagements où ils peuvent être utilisés toute l'année. Puis, les tendances en aménagement durable, on parle ici, par exemple, d'îlots de chaleur, d'éclairage innovant, de matériaux naturels, de biodiversité, etc. Encore une fois, il y a beaucoup plus de détails dans le plan maître. Donc, toutes ces informations, ce diagnostic et ces tendances nous ont amenés à donner une vision pour les loisirs à Belle-Baie. Tu peux changer la page, merci. Et la vision est de mettre de l'avant les caractéristiques paysagères et valoriser une communauté unifiée et active de la ville de Belle-Baie par un réseau de parcs, d'espaces verts et d'infrastructures complémentaires à la programmation de loisirs. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On l'a séparé en... Ouais, non, tu peux rester... Merci. On l'a séparé en 5 grandes valeurs qui nous ont permis de monter le plan d'action. Donc, l'équité et l'inclusivité, la collectivité, l'esprit collaboratif, la durabilité et l'attractivité. Ça nous a permis de monter un plan d'action. Tu peux passer, merci. Qui comporte, comme je disais tout à l'heure, plus de 50 pistes d'action. Donc, on n'aura pas le temps, malheureusement, de faire le tour ce soir, mais elles sont triées en 4 grands objectifs. Donc, le premier objectif, c'est d'adapter l'offre récréative et sportive selon les besoins et les intérêts de la population. Donc, comme on disait dans l'analyse socio-économique, la population change. Il faut adapter les propositions selon ce changement. Donc, quand, par exemple, on crée des nouveaux équipements, il faudrait diversifier l'offre en équipements. Il faudrait collaborer avec les associations pour s'assurer qu'on touche l'éventail des besoins. Et il faudrait développer une programmation hivernale plus variée. Le deuxième objectif, c'est de proposer une offre de loisirs de qualité. Donc, on parle de diversifier, de mieux communiquer les besoins. D'ailleurs, on propose de faire un sondage à tous les 2 ans auprès des associations pour voir quels sont leurs niveaux de satisfaction de l'offre en loisirs.
les associations et les résidents. Et de conserver une bonne qualité des aménagements, donc avec un bon entretien. Le troisième objectif, c'est d'assurer l'accessibilité aux parcs et aux équipements. Donc, par accessibilité, on parle de désenclaver les parcs, d'assurer une meilleure visibilité et d'assurer une accessibilité universelle. Et finalement, pour le quatrième objectif, on propose de valoriser les qualités paysagères de Belle-Baie, donc de miser sur ses forces et sur les richesses naturelles, en développant une programmation qui favorise le récréotourisme et en protégeant et valorisant les milieux naturels et les habitats fauniques. Je vais revenir aussi, par exemple, sur les parcs qui étaient sous-utilisés en milieu d'îlot. Une proposition qu'on fait, par exemple, c'est de, premièrement, faire une étude approfondie sur à quel point ces espaces-là sont sous-utilisés et ceux qui le sont, de les naturaliser. Donc, d'augmenter la biodiversité dans ces espaces-là, puis qu'ils soient utilisés pour autre chose, par exemple, que des espaces gazonnés sous-utilisés, pour ceux qui le sont. Donc, ça conclut un très bref résumé de l'analyse. Je pense qu'on a encore du temps pour des questions, s'il y en a. Membre du conseil, avez-vous des questions pour madame? Votre nom encore? Aude. Aude. Annick. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'aurais une question. Dans votre tableau que vous avez démontré, comme les surplus, il y avait des manques pour différentes activités, est-ce que c'est seulement basé sur le nombre de la population ou est-ce que vous avez été chercher, par exemple, l'achalandage de ces terrains-là, voir si, mettons, que peut-être, selon les normes de population, peut-être que oui, il y a un surplus, mais dans la région, par rapport au booking qui se fait, est-ce que vous avez considéré ça aussi ou c'est simplement basé sur les chiffres là, standards? C'est principalement basé sur les chiffres. Donc, on a regardé des plans qui ont été faits dans d'autres régions similaires à Belle-Baie pour voir c'était quoi leurs recommandations. Mais il n'y a pas eu d'analyse précise là, sur l'utilisation de ces espaces-là. Parfait, merci. Merci. D'autres questions? Joël. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question en complément d'Annick par rapport à l'inventaire des parcs et équipements. J'ai vu qu'à un moment, il y avait le baseball qui était à 1 pour 5000. Lui, il était en déficit. Mais le basketball, je ne suis pas certain s'il y avait une erreur de typo ou pas. En fait, le baseball était en surplus. C'était le basket et le circuit d'entraînement. Je n'étais pas certain dessus. OK, attends, je vais retourner. Donc, le basket était en surplus avec un terrain pour 7000 habitants. Ben non, vous avez raison, c'est un déficit. On va faire une différence. C'était juste pour regarder. Puis je me demandais comment après est-ce qu'on peut faire vivre un peu ce plan maître en loisir là avec des organismes communautaires. Est-ce qu'une bonne pratique, ce serait un peu de faire le lien entre l'inventaire existant et ensuite tout ce qui était les tendances des pratiques émergentes? Est-ce que ça serait une bonne action à mettre en place avec eux? Et ensuite, comment est-ce qu'on pourrait faire le lien avec la programmation de loisirs qui était identifiée? Mais certainement, c'est dans nos recommandations de collaborer avec les associations. Nous, notre mandat était principalement de faire l'inventaire municipal, mais c'est certain que c'est une action là, qu'on a proposée dans le plan maître. OK. Ouais. Merci. Et ensuite, est-ce qu'il y aurait une autre présentation qui est faite aux parties prenantes ou pas vraiment comme les groupes de loisirs pour un peu leur expliquer tout ce travail-là qui a été fait? Je pense que ça serait pertinent de le faire, oui. Parce qu'en fait, parce qu'on avait présentation au conseil qu'on a ce soir dans le comité, présentation aux parties prenantes, puis c'est là que je pensais un peu de faire le lien entre l'inventaire existant expliqué aux organismes et ensuite tout ce qui était tendance émergente. Et je me demandais s'il y avait une présentation vidéo, si c'était ce soir. L'enregistrement était prévu au mandat, pas une présentation, mais c'est un service qu'on pourrait offrir. Puis est-ce que ça serait ce soir ou pas? C'est juste, je me demandais si on pouvait expliquer, intégrer ça avec les personnes. Je ne sais pas si c'était filmé ce soir, en fait. Oui, ce soir, c'était filmé. OK, ouais. Non, c'était juste pour demander. Partager ça, ouais. Non, parce que c'est un gros travail qui est vraiment intéressant. Puis au comité, on avait regardé ça. Pour regarder au niveau de la programmation à court, moyen et long terme. On s'était dit le court terme, c'était le mandat actuel. Jusque 2026, c'est les choses qu'on peut faire nous, autour de la table. Moyen terme, c'était les gens, le prochain mandat. Ceux qui seront peut-être après nous, le prochain terme. Et long terme, c'était au-delà de ça, 2030. Donc, il y avait un gros travail du comité avec Gaston et Anne là-dessus. Merci pour tout ce travail, Guylaine également. Donc, le plan d'action est vraiment intéressant. Et puis, il y a toute la petite cuisine qui a été faite en arrière. Si on commence l'action 2.1.2, elle est reliée à la 1.3.4, mettons. Donc, il y a beaucoup de choses à jouer dedans. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres commentaires? Olivier.
Merci pour la présentation. Je regardais les statistiques des ménages, puis c'est déjà quelque chose que j'ai remarqué il y a très longtemps dans des zones un peu plus rurales comme ici. C'est l'isolement des personnes. Puis je vois il y a 36% des ménages qui ont qu'un seul adulte à la maison, que ce soit monoparental ou personne seule, hein, mais monoparental, ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis je voulais savoir si la solution n'est pas là devant nous, là, parce qu'on a différents types de populations. Il y a des 37% des gens qui ont des enfants et un autre 36% qui vit seul. Est-ce que il y aurait des outils ou des moyens, je sais que la réponse on ne peut pas la trouver tout de suite, mais pour essayer de traiter ces différents types de populations et qui profitent de la même façon de ce qu'on a à leur offrir en loisir. Bien, c'est inclus dans nos recommandations, surtout pour les aménagements. Souvent, quand on passe aux aménagements pour les familles, on pense aux aménagements pour les enfants, mais les parents aussi ont un besoin de se retrouver, puis de discuter, de jouer, de socialiser. Donc, dans les aménagements des parcs, des espaces, c'est des recommandations qui sont faites de faire des aménagements multigénérationnels. D'autres commentaires? Questions? Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour les membres du conseil et la population? Aussi, c'est que l'équipe à Guylaine va avoir un outil maintenant à regarder. On propose un plan d'action. Puis nous, tout autour de la table, on a un exercice budgétaire, puis à ce moment-là, soit qu'on dit oui à toutes ces demandes, ou une partie de ces demandes, ou un petit peu de ces demandes. En fait, c'est un peu comme ça qu'est le processus, là. Mais l'outil est dans les mains, ça va être aux employés de préparer un plan d'action, en partenariat avec nos différents groupes communautaires, puis après ça, il y a l'exercice budgétaire qui rentre en compte. Vincent va avoir son mot à dire, parce qu'il y a des gros projets aussi où on va aller chercher de l'aide au niveau provincial, fédéral. L'exercice va continuer. Ça, c'est un document, c'est le départ, c'est le plan. C'est comme on se construit une maison, puis tu te fais un plan, puis après ça, tu t'assieds avec le banquier, puis après ça, tu t'assieds avec les contracteurs. C'est un peu le même processus qu'on va faire ici. Sur ça, avez-vous d'autres questions, commentaires? Merci, madame. Le point 3.2, demande de la coopérative La Barque par Daniel Viennot. Daniel, je vais être obligé de sortir pour être en conflit d'intérêts. OK. Oui. Allez-y. Là, Parfait. comme ceci. Ça va? Tout le monde m'entend bien. Excellent. Alors oui, je suis Danielle Viennot, la directrice de la coopérative La Barque de Pointe-Verte. Plusieurs ici doivent connaître l'établissement déjà. Aujourd'hui, si je suis ici, je trouve ça intéressant, justement, ce qu'on vient d'écouter, puisque La Barque peut contribuer largement, je pense, à aller chercher un peu, là, qu'est-ce que la dame nous dit tantôt, Aude. Nous, on est un organisme qui offre une panoplie de services. En ce moment, on souhaite élargir le service de la cuisine communautaire, entre autres. Ça, c'en est un de ceux qu'on a. Pour ce faire, on approche différents partenaires pour collaborer avec nous. Évidemment, ça prend des sous pour implanter le projet pilote. On aimerait pouvoir offrir des repas communautaires. On a déjà les installations nécessaires, mais on vise vraiment la communauté en grand, en général. Alors, que ce soit pour les familles qui travaillent, qui savent que, bon, une fois par mois, il y a un repas à La Barque qu'on peut aller à moindre coût se procurer.
Papa, maman travaillent, les jeunes sont dans les sports, ou bon, aujourd'hui je cuisine pas, je vais à la barque, je prends mon repas. On veut aussi cibler les familles ou ceux qui ont des défis de santé, des défis comment bien se nourrir, des défis aussi au niveau de, on vient de me diagnostiquer, bon, je suis diabétique. Alors, on pourrait avoir une diététicienne qui offrirait des ateliers, des repas internationaux aussi, où est-ce que là, on pourrait aussi accueillir des familles nouvelles arrivantes aussi. Donc, ça pourrait être intéressant. Comme je l'explique, on a différents aspects à la barque qui se déroulent. On parle de pickleball, on a un gymnase qui est extrêmement occupé. Les ligues de pickleball, les fêtes d'enfants, c'est très populaire chez nous. Aussi, on a une bouquinerie qui est une mine d'or, que ce sont des dons qu'on reçoit de la communauté. Et ensuite, on peut se procurer des livres de 25 sous jusqu'à 5 $. Puis ça, c'est vraiment rentable. C'est vraiment un endroit qui est intéressant pour toute la communauté. On parle aussi de social. Les gens aiment socialiser. Les gens ont besoin d'un sentiment d'appartenance. On a récemment eu, pour la première fois, une journée de recrutement porte ouverte pour des bénévoles. Je considère que ça s'est très bien passé. On a eu du va-et-vient toute la journée. On a eu 10 nouvelles personnes qui se sont présentées, ont donné leur nom pour s'ajouter à notre liste de bénévoles. Pour nous, c'est vraiment un succès. On a eu un article qui est paru dans l'Acadie Nouvelle, une belle promotion aussi pour nous. Donc, on dit qu'on a le vent dans les vagues. On veut poursuivre la mission de la barque qui est vraiment d'être au service de la communauté. Pour ce faire, évidemment, on a besoin d'appui de différents partenaires. Alors, juste pour vous donner une petite idée, parce qu'on aimerait, sur une durée de 3 ans, après 3 ans, être autosuffisant dans notre service de repas communautaire, de la cuisine communautaire. Pour ce faire, pour l'année 1, on aimerait débuter en octobre. On parle d'à peu près un 18 333 $ de coûts associés à démarrer la cuisine. Alors, quand on parle de coûts comme ça, là, je vous parle de coûts matériels, évidemment, la nourriture, la promotion qui est un peu plus élevée à la première année pour pouvoir faire connaître le programme. Et ensuite, tout aussi ce qui comporte pour nos bénévoles, pour des formations, la formation en salubrité alimentaire. Alors, tout ceci, mais on aimerait, avec nos revenus à la 3e année, être capable, que là, le programme est connu. On veut créer une accoutumance, comme on dit, que là, on le sait. Bon, on sait, la barque existe, il y a des repas, moi, j'y vais, puis je participe activement. Alors ça devient une routine. On veut créer cette routine-là, de ce côté-là. Ça, c'est une panoplie, comme je vous dis, on a plusieurs services, on a les bénévoles, on a des bénévoles actifs à l'ébénisterie artisanale, qui est un autre aspect de la barque qui est vraiment intéressant. Tout de suite, là, je suis heureuse de vous dire que les bénévoles qui sont venus à notre première journée de porte ouverte, plusieurs avaient un intérêt vers la cuisine. Donc, c'est ce secteur-là qu'on souhaite vraiment démarrer avec. Alors là, je suis contente de ça. Mais je vais permettre ici à ma collègue qui est Denise. Denise est membre du conseil d'administration. Elle va pouvoir vous élaborer sur un autre projet qu'on vise. À court terme, on veut vraiment démarrer avec la cuisine, mais on a toujours des idées. À la barque, c'est pas les idées qui manquent. Des fois, on a trop. On a trop, puis on devient des pieuvres, puis on est un peu partout, mais c'est parce qu'on est passionné. Puis, je suis heureuse de constater, je le dis encore, que ce qu'on vient d'entendre de la dame précédemment, où est-ce qu'elle a sorti ce besoin-là aussi. Les gens, on parle de la petite enfance, mais on parle aussi jusqu'aux aînés, que nous, on a tous ces secteurs-là où on peut aller satisfaire ces besoins-là à plusieurs niveaux. Alors, je vous remercie. Je vous passe à ma collègue ici, Denise, pour vous expliquer un peu sa partie à elle. Merci, Daniel. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous entendre ce soir. On est vraiment ici, ces 2 projets qui sont parallèles, si vous voulez. Le deuxième volet
je suis membre du comité de la pérennité de la parc et aussi au conseil d'administration. Mais on a travaillé sur 2 projets parallèles. Le deuxième projet, c'est un projet de service à domicile ponctuel. Maintenant, pour vous mettre un petit peu en contexte, on sait tout à l'heure, à mentionner qu'on est chanceux, on a accueilli beaucoup de nouvelles familles dans la région, mais ça n'empêche pas que notre population est vieillissante. Les statistiques de 2022 nous disent que la population du Nouveau-Brunswick comme telle est à 17 %, tandis que nous, on se trouve à peu près à 27 %, puis ça va aller probablement à 30 d'ici quelques années. Pièce de l'appui, les cheveux blancs, je pense qu'on en retrouve quand même plusieurs. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est basé aussi sur un sondage qui a été fait à travers du comité MADA en 2022 dans les communautés de Pointe-Verte et de Nigadou. À ce moment-là, c'était où le comité était actif. Puis on avait demandé aux gens, aux résidents, exactement ce qu'ils recherchaient, c'était quoi leurs besoins les plus pressants. Puis ce qu'on nous a répondu le plus souvent, c'est qu'ils cherchaient un service de dépannage à domicile. Maintenant, c'est grand, puis on sait qu'il y a plusieurs organismes qui le font déjà. On ne cherche pas à remplacer ou à aller faire compétition à nos entreprises privées, celles qui donnent des soins à domicile au privé. C'est vraiment pas ça notre but. C'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment un service qui est ponctuel. On n'est pas là aussi pour pour viser la clientèle qui est déjà desservie par des organismes qui sont gouvernementaux ou autres. Mais ça n'empêche pas que tout le monde subit l'augmentation du coût de la vie. En ce moment. On en entend parler à tous les jours. Puis, ça touche cette clientèle-là de plus en plus. Puis, il y a plusieurs fois, ils ne savent pas à quelle porte aller cogner pour avoir un service, savoir j'ai besoin de changer une ampoule, j'ai besoin de changer une poignée de porte ou placer une étagère ou même monter un meuble. Maintenant, on sait, tout rentre dans une boîte, puis on a tout le temps 2000 vis pour 18 trous, là. Ça fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce genre d'aide-là, puis pas nécessairement aussi, c'est pas seulement pour la population la plus âgée, c'est des personnes aussi qui sont peut-être en manque de moyens, des personnes qui se trouvent aussi dans des circonstances extraordinaires. Par exemple, quelqu'un qui revient d'une opération, d'une chirurgie, puis que tout d'un coup, elle a moins de mobilité, elle a moins de moyens, elle se retrouve seule. Ça irait aussi contre l'isolement des personnes. Donc, on dit on sait qu'il y a une précarité, voyons, de la mobilité et de l'autonomie de nos populations. Puis ça va aller toucher toutes les tranches. Ce que nous, on vous propose de faire, c'est ça. C'est d'avoir un service d'entretien ponctuel et réparation mineure d'une fréquence de 1 à 3 fois par mois par résident. Ce serait, si ça devient une habitude, à ce moment-là, on va référer ces gens-là à d'autres organismes qui offrent justement des services à long terme. Nos besoins immédiats, c'est vraiment de trouver des ressources humaines, que ce soit un coordonnateur, une coordonnatrice contractuelle, pour recruter, pour diriger une équipe de bénévoles qui va répondre aux appels, qui va travailler en étroite collaboration avec les différents organismes municipaux, provinciaux, nos organismes aussi communautaires, puis qui assignerait les tâches à une ou un bénévole, puis qui ferait la gestion des issues, des problèmes de fonctionnement ou autres. On a aussi communiqué avec des organismes communautaires qui offrent déjà ce genre de services-là dans d'autres communautés, entre autres à Saint-Jean et à Cocagne. À Cocagne, ça s'appelle Bien vieillir chez soi, Cocagne, maintenant Beau Séjour, puis à La Croisée à Saint-Jean. On s'est renseigné sur leurs méthodes, sur leurs pratiques exemplaires, puis on a appris, entre autres, que c'était un besoin, que c'était vraiment apprécié. Le recrutement de bénévoles est toujours un défi à surmonter. Puis on nous a aussi
On nous a donné des précautions par rapport à comment présenter aussi le projet. Par exemple, de s'assurer que nos bénévoles soient facilement identifiables avec un gilet ou autre, parce qu'il y a des personnes qui sont vulnérables, la population qui voudraient peut-être pas nécessairement ouvrir la porte à des inconnus. Donc, il va falloir travailler du côté de la sensibilisation au projet et la promotion. Ce que nous prévoyons de faire du côté des chiffres, on prévoit quand même de demander un petit montant aux gens qui vont demander ce service à la maison. 10 de l'heure, qui couvrirait peut-être les frais de nos bénévoles, peut-être en essence ou des choses du genre. Ce qu'on prévoit avoir comme dépense, on prévoit peut-être un 15 000 pour initier de façon contractuelle pour cette personne-là qui s'occuperait de la coordination, qui irait en augmentant la deuxième et la troisième année à 25 000 On a aussi du côté, on a besoin des fonds encore pour la formation aussi de nos bénévoles, puis que ce soit en RCR ou des ateliers de sécurité, puis des équipements. Ce qui irait chercher après un grand total pour le côté service à domicile de 76 000 sur 3 ans. C'est quand même pas un gros montant pour le genre d'offre ou le genre de produit qu'on veut offrir à la population. Puis, évidemment, on a sollicité des dons, pas seulement des municipalités, mais on est allé voir différents partenaires, puis on a des organismes et entreprises. Et on a déjà reçu une confirmation pour un don qui est quand même assez substantiel, mais avec la mon Dieu, j'ai oublié le mot, mais avec la condition qu'on trouve d'autres partenaires pour venir rencontrer ces montants-là. Donc, on aurait sensiblement déjà une garantie d'une somme. Puis, je pense que du côté, pour terminer, ce qu'on veut absolument mentionner, c'est que en réalité, on ne peut pas se le cacher, on veut générer des revenus pour la barque. On a eu des années très, très difficiles avec la COVID, avec ce qui a suivi la COVID, puis on n'est pas seul dans cette situation-là. Un organisme à but non lucratif, vous le savez, on vit par les moyens du bord, puis c'est difficile de ce temps-là. Donc, on veut s'assurer d'avoir ces revenus-là, pas seulement pour maintenir ce qu'on a en ce moment, mais pour élargir notre offre, pour les choses futures, qu'on s'assure aussi qu'on ne perd pas notre bouquinerie, notre gymnase, notre café, notre cuisine, l'ébénisterie. Les services de location, ça fonctionne beaucoup, le pickleball, les services pour les fêtes d'enfants, la tenue d'événements communautaires, que ce soit culturel ou autre. Je pense qu'on se vante peut-être pas assez, mais la BAC a quand même un rôle dans la communauté, puis on remplit un vide, puis on ne veut pas perdre ça. Puis de ce temps-là, c'est vraiment, on est chanceux, on a des employés qui sont dévoués, mais ils sont dévoués avec des salaires qui sont vraiment maigres. Je pense qu'ils font des miracles un peu avec qu'est-ce qu'ils ont, puis on aimerait les supporter là-dedans aussi. Donc, il ne faut pas oublier que la barque, c'est une coopérative d'entraide, puis c'est un partage de connaissances, puis on veut continuer à avoir cette mission-là. On est extrêmement reconnaissant à 2 personnes de la communauté qui ont eu cette vision-là de transformer une école qui était vouée à une destruction totale, et d'avoir fait revivre dans la communauté. Puis aujourd'hui, on vous demande gentiment de nous supporter. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous deux. Les employés vont se pencher sur ça, puis il y aura une recommandation de faire au conseil. Il n'y a pas de questions? Oui, avez-vous des questions? Commentaires? Merci. Vous allez nous laisser, j'ai vu des lettres passer, là, mais vous allez nous laisser la documentation nécessaire. Ça a été déjà fait. Merci. Merci.
Bon retour. 3.3, développement des pôles urbains et de la côte maritime. Directeur des développements économiques, Vincent Poirier. Merci, M. le maire, et bonsoir tout le monde. Donc, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu pour établir notre vision de comment on va développer l'ensemble de notre ville dans le futur. Il y a des termes qui ont été utilisés dans la présentation du plan de loisirs qui se retrouvent. Quand on parle de pôle urbain, elle avait utilisé noyau villageois, c'est un peu la même chose. Donc, tu vois que c'est des concepts qui se relient. Ah oui, la présentation est là. Et on peut aller à la prochaine page, Raphaël. Le concept, vous le savez, je ne vous ferai pas l'histoire de la fusion, mais on est parti avec 4 municipalités puis un ensemble de DSL, puis on avait toutes des pratiques différentes en termes de développement. La rue principale, ben c'est ça, elle ne s'appelle pas la rue principale pour rien. Hein. Ça le dit dans le nom, c'est notre principal lien. Puis même avant la fusion, c'était elle qui unissait nos communautés. Donc, c'est une rue avec un grand achalandage, puis ça offre des possibilités de développement commercial non exploité. On a aussi une ville allongée. Donc, il n'y a pas de centre-ville évident, là, comme on pourrait penser dans d'autres villes qu'on peut connaître. Donc, le concept proposé, c'est celui de pôle urbain ou de nœud villageois, comme qui a été mentionné par la dame tout à l'heure. On a aussi un atout à Belle-Ville, la mer, qui suit la rue principale dans toute sa longueur. Mais on n'a plus d'accès public quand même à la mer. Là, je peux prendre l'exemple de Belvédère à Nigadou. Ça, c'est un exemple de projet intéressant de ce type-là. Puis il y en a d'autres qui pourraient s'ajouter dans ce type-là. La dame tantôt du plan de loisirs a mentionné l'affichage, la signalétique qui est déficiente dans notre ville. Quand on rentre sur une sortie en particulier, il n'y a pas vraiment de direction qui nous indique par là il y a tel parc, par là c'est l'aréna, par là il y a telle chose. L'affichage qui a été fait, ça a été fait par les anciens villages. Puis disons, quand Petit Rocher mettait un affichage, ben, il ne s'intéressait pas vraiment de dire que l'aréna de Beresford était par là, ou etc. Ils développaient la signalétique pour leur communauté. Puis là, on est dans un contexte différent. Ensuite de ça, au niveau du dynamisme commercial, c'est combien de gens de Belle-Ville magasinent dans des villes extérieures, dans le sud de la province, en ligne. Donc, il y a des fuites commerciales. Il y a des opportunités là qu'on peut capter, qu'on a à Belle-Ville, puis qu'on pourrait garder cet argent-là dans notre ville et chez nos entrepreneurs. Donc, ça fait partie de ce projet-là aussi. Puis globalement, ça vise à augmenter le trafic à Belle-Ville sur la rue principale dans des endroits stratégiques pour augmenter l'achalandage, la proximité des commerçants, puis ultimement la valeur fiscale puis l'attractivité de notre ville pour nos nouveaux arrivants. Il y a un lien avec le plan municipal. Là, on parle de zonage, mais le plan municipal, ça traite de zonage. C'est vraiment dry, si on veut. On a le droit de faire ceci à tel endroit, puis ça, mais ça ne va pas dans le spécifique. Puis le plan de zonage qui est fait par notre service urbaniste, ça ne parle pas de design urbain ou de choses comme ça, ou du dynamisme commercial. Les deux projets, c'est différent, mais complémentaires. C'est pas la même chose. On peut aller à la prochaine. Donc, comme vous savez, on a adopté un plan stratégique récemment. Le projet que je vous présente, ça vient combler plusieurs des pans de notre plan stratégique. Sans aller dans tout le détail, on voulait se doter d'outils de planification et d'aménagement du territoire respectant les caractéristiques des différents secteurs. On voulait établir nos outils politiques et pratiques de communication, avoir un embellissement constant et intégré dans nos pratiques, réaliser un plan de développement des pôles urbains, créer des grappes de croissance puis des projets favorisant le développement entrepreneurial, puis assurer la mise en valeur de notre côte maritime. Donc, ce qui est présenté ce soir touche tous ces points-là. À la page suivante. Donc, l'approche principale, vous les connaissez parce que c'est la même firme qui nous a offert le plan de développement du quai sur lequel on travaille. Mais en gros, leur objectif, c'est de créer et renforcer des centralités qui sont autant des pôles civiques et d'affaires uniques que des milieux de vie rassembleurs, prospères et attractifs. Donc, c'est pas moi qui ai inventé cette phrase-là, c'est vraiment dans leur mission. Rue principale aussi, c'est un OSBL, ils sont actifs depuis 1984, donc ça fait 40 ans qu'ils sont dans le domaine. C'est pas une entreprise qui fait des profits, si on veut. C'est des spécialistes en architecture urbaine, urbanisme, consultation publique, exactement des projets du type que je vous présente. Page suivante. Donc, les étapes de la démarche, vraiment, il y a 4 composantes, parce que la 5e, là, c'est l'appui à la réalisation. Mais le premier, c'est le portrait du territoire et la vision de développement des pôles urbains de la côte maritime. Le deuxième, réaménagement de la rue principale et de la rue Acadie. Troisième, stratégie de développement commercial des pôles urbains. Le 4, le concept de signalisation des attraits et des secteurs.
la page suivante. Donc, pour développer ça, il va y avoir un comité directeur vraiment qui est composé de rues principales et des employés de la ville. Un comité aviseur qui va inclure les élus, des commerçants, puis des organismes là, de développement économique et des groupes d'intérêt. Donc, si vous êtes intéressé avec ce projet-là, lorsque vous l'adopterez, je vous suggère, si vous êtes intéressé comme élu d'y prendre part, de le signifier au maire ou au DG. Et puis, il y a des consultations qui vont être faites là, avec des groupes cibles intéressés dans ce projet-là. Donc, la prochaine page, là, je rentre un petit peu plus en détail dans le livrable des mandats. Toutes les images que vous allez voir, ce n'est pas pour Belle-Baie, c'est des exemples de mandats qui ont réalisé dans d'autres villes. Donc, c'est ce à quoi on peut s'attendre à recevoir comme document, mais évidemment, ce ne sera pas la même chose. C'est juste pour illustrer. Donc, le premier, au niveau des pôles urbains de la Côte-Maritime, on parle de dresser le portrait, la vision de développement pour chacun des pôles, parce qu'on veut respecter les caractéristiques locales quand même des communautés en place. Puis ils vont nous donner des balises d'aménagement pour 4 espaces publics. Donc la définition des orientations, on va avoir un plan qui pourrait être mis à l'avant à long terme quand on vient après ça à développer ces espaces-là avec le concept. Le prochain, le concept d'aménagement de la rue principale, là, on parle vraiment de la voie publique en tant que telle. Donc, on a les ambitions de faire des pistes cyclables, on veut embellir l'endroit et tout ça. Donc, c'est vraiment des plans d'aménagement. Ils vont nous en livrer 3 pour 900 mètres linéaires chacun de rue, donc un plan prêt à être mis en place. Mais c'est quelque chose qui pourrait facilement être copié par nous autres, même après, une fois qu'on a reçu les concepts, si on veut étendre ça ailleurs. À la prochaine, là, c'est la stratégie de développement commercial des pôles urbains. Là, j'ai un petit peu moins d'images impressionnantes à vous montrer. Là, on parle plus de documentation. Mais c'est vraiment la stratégie de développement commercial. Fait que ça comprend une compréhension de notre offre commerciale actuelle, donc la demande de nos citoyens afin de déterminer ce qui manque, la caractérisation de l'offre souhaitée, puis aussi la stratégie pour mettre en place pour pouvoir réaliser ceci. Donc, vous voyez, il y a des sondages qui ont été faits au niveau de la population à certains endroits. Donc, ils nous ont dit on manque des restaurants, on manque des services de santé, on manque une pharmacie, etc. Donc, ils vont faire un peu le même exercice ici pour atteindre ça. La prochaine page, c'est une continuité de ça. Je trouvais que c'était intéressant, là, notamment perception de l'ambiance urbaine. Donc, il y avait un sondage qui a été fait. Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre ville? Est-ce que c'est propre? Est-ce que l'éclairage est adéquat? Etc. Donc, c'est des données qui vont nous permettre de développer l'environnement urbain dans le futur. Ils vont aussi nous donner une stratégie pour implanter ça. C'est le tableau qu'on voit en bas à gauche. Là, donc, vraiment, les actions que la ville peut entreprendre. On s'entend que si le sondage est terminé, il manque une pharmacie, ben, la ville ne va pas commencer à opérer une pharmacie. Mais quelle stratégie on peut mettre en place comme ville pour que ces services-là soient établis chez nous? Et puis, à la prochaine, c'est la signalétique. Donc, comme j'ai expliqué, on hérite de 4 villages qui développaient des signalétiques pour eux autres. On a une nouvelle image de marque qui n'est pas intégrée dans aucune affiche au moment présent. On a un parc, par exemple, de marche, là, le sentier du CN, là, qui est juste ici. J'ai été pour la première fois récemment, très beau sentier. Il n'y a aucun moyen de savoir que c'est là. Il n'y a aucune affiche, il n'y a aucun... Puis on peut multiplier ça dans la ville, des endroits comme ça qui sont pas indiqués. Donc, eux vont développer la signalétique avec notre image de marque, puis nous proposer une stratégie pour déployer ça dans toute la ville. Donc, c'est tout ce que c'est tout pour ma présentation. Je peux vous dire aussi, je suis en démarchage pour des fonds avec différents organismes gouvernementaux. Ça regarde positif. Donc, si vous avez des questions. Avez-vous des questions pour Vincent? Olivier. Merci pour la présentation. Je voulais savoir quand est-ce qu'on doit décider des étapes qu'on fait, puis est-ce qu'on va être capable d'englober le plein coût, à quoi ça ressemble pour l'instant? Ben, je ne sais pas jusqu'à quel point on se lance dans les détails financiers, mais comme je dis, la recherche de fonds va très bien. Ça va être moins que ce qui vous a été communiqué là, au niveau de la ville, là, au niveau du coût. Il n'y a pas de vote sur ça ce soir. Le vote, c'est à la fin, le troisième mardi. Puis d'ici là, on devrait avoir d'autres informations additionnelles, là. Je pense. Moi, Magali peut rajouter quelque chose. Effectivement, le vote est pour la réunion ordinaire. Concernant le financement,
on n'aura pas d'infos à cette date-là. Je vous avais donné les éléments financiers de chaque étape. C'est sûr qu'on recommande le projet dans sa globalité. Si vous avez des questions là-dessus qui nous permettent de décider c'est quoi qu'on fait, quelles sont vos questions là-dessus pour qu'on puisse répondre et vous aiguiller. Mais on avait sécurisé des fonds en 2024 sur des projets. Puis il y a des fonds qui avaient été aussi demandés sur la transition. Donc il y a pas mal de financement qui peut être obtenu sur ce projet-là. Une partie pourrait être couverte en 2024, l'autre en 2025. Donc financièrement, si on vous le recommande, c'est qu'on a la capacité de le payer. Maintenant, c'est un choix à vous et de vous décider sur quelles étapes, si ça vous semble important, de prioriser certaines actions plutôt que d'autres. D'autres questions? Joël. Une question sur l'échéancier. Oui. Si on donne le OK, mettons prochaine réunion du mois d'octobre, je voyais qu'ils indiquaient première partie pour mars 2025. Vu qu'on décale un petit peu, est-ce que ça paraît réaliste de le dire avant l'été 2025, de faire une bonne partie de ce travail-là? Le livrable final, si tu veux, était en septembre 2025. Ouais. Donc, c'est sûr... Si ça décale un petit peu... si on décale d'un mois, on aura le livrable un mois après, ou qui n'est pas la fin du monde non plus. Là, parce qu'on l'aurait en décembre 2025. OK. C'est pas, merci. Ouais. En d'autres mots, on veut se doter d'un plan de développement. C'est ça. D'autres questions? Commentaires? Merci, Vincent. Merci. Numéro 4, chanson thème. C'est Wanda qui va nous adresser ce point-là. Non, je ne chanterai pas, par exemple. Non. J'ai emporté le point ce soir parce que le conseiller Frenette avait suggéré une possibilité d'avoir une chanson thème pour la municipalité. Puis je voulais juste savoir si que les membres du conseil voulaient poursuivre avec l'initiative, créer un comité provisoire ou qu'est-ce que vous vouliez faire avec. J'en avais parlé avec le conseiller Fredette l'an dernier, puis il y a même quelqu'un qui nous a pondu quelque chose. Je vais laisser Gaston nous éclairer un peu là-dessus. Oui, c'est ça. Je vais parler avec Danny Boudreau, qui est notre compositeur de la région à cette heure. Puis, juste en jasant comme ça, après qu'il avait venu ici avec les gars du Nord, comme 2 semaines après, il m'a envoyé un texte qu'il avait composé une chanson sur Belle B. Ça fait que si ça reste au conseil, si on va aller plus loin avec ça, mais lui, il n'a pas mis de musique là-dessus, il a fait un texte que vous avez partagé l'autre jour. Puis, si on veut avoir une identité avec Belle B, une chanson qui nous représente, un thème, on va de l'avant, mais il n'y a rien d'engagé avec lui, puis lui-même, il a juste posé le texte, mais même pas revenu là-dessus. Et moi, j'ai pensé, que c'est quelqu'un qui m'avait approché là-dessus, que ce serait le fun d'avoir une chanson sur Belle B. Ça fait que c'est l'idée que j'ai lancée. Si le conseil veut aller plus loin, on continue. Sinon, on met ça de côté, puis c'est tout. Merci. Olivier. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Puis, si on peut monter un comité, puis si Danny est prêt à mettre un peu d'effort, là, je ne sais pas s'il veut faire ça bénévolement ou pas, là, mais ça peut être faire partie de l'identité de la ville. Il y a le logo, puis il y a aussi la chanson. Ça peut être bien. C'est sûr que les artistes vont quand même avoir un cachet, là, mais Danny va nous faire ça pas mal moins dispendieux que si on prend un artiste du Québec ou quelque chose. C'est quelqu'un de local qui tient à sa communauté, puis il va faire ça pour un minimum. Marie. Justement, un comité comme ça pourrait établir les frais, puis suite à ça, on pourrait décider, parce que là, de dire que oui, on va de l'avant, on n'a pas assez d'infos, mais établir le comité, discuter avec Danny, voir où est-ce que ça peut nous mener, les frais et tout ça, je pense que c'est une bonne idée. Puis je ne sais pas s'il y a d'autres villes ou d'autres communautés qui ont ça aussi, comme une chanson thème. Ça nous rendrait différent. Oui, merci. Différencierait. Merci. D'autres commentaires, questions? Est-ce que j'ai bien lu qu'il y a un intérêt à explorer plus à fond ce dossier-là, mais il n'y a pas d'engagement comme tel tout de suite? Est-ce que c'est correct qu'on met quelque chose sur pied pour commencer à explorer le dossier? Parfait. Bien fait ça, Wanda. Tu vas être la présidente du comité. Le point numéro 5, SPCA Nouveau-Brunswick, le contrat.
Là, je pense que je passe le dossier à Marc-André. Oui, c'est ça. Au niveau de la SPCA, c'est un contrat pour assurer pour les chiens et les chats dans notre région. Auparavant, on avait la fourrière Binero qui nous a annoncé l'an passé que c'était leur dernière année. Donc, le contrat informe là, qu'est-ce qui va être fait par SPCA Nouveau-Brunswick, les frais. Les seules choses qui restent à déterminer, c'est vraiment finaliser l'arrêté. Puis je pense qu'il va y avoir une réunion de cédulés là-dessus là, pour reprendre les arrêtés qu'on avait dans les différentes municipalités pour en faire une pour l'ensemble de la municipalité de Belle-Baie. Donc, c'est les seules choses qui restent à être déterminées. Les coûts sont dans le contrat. C'est sûr que s'ajoute à ça les coûts pour les tags. Excusez, ouais, c'est ça. La SPCA prend ça en revenu. Donc, vous pouvez calculer à peu près un 18 000 $ pour les frais pour les choses de chien. Ouais. Des questions, Marie? Dans le temps des DSL, les chats n'étaient pas pris en compte, c'était seulement les chiens. Est-ce que là, la SPCA, est-ce que c'est... Parce que tu as dit chien et chat. Est-ce que ça va être tout un... Vraiment, c'est juste les chiens, mais notre arrêté stipule quand même que s'il y a toutes sortes d'animaux errants, ils sont supposés les prendre. Puis après ça, il y a une certaine logistique derrière ça, là, mais vraiment, c'est les chiens. Ouais. Ouais. Merci. Je vais vous conter une petite anecdote. Je vais prendre 2 minutes. Un député, des fois, s'est demandé à faire bien des choses. Fait à un moment donné, dans le cas des chats, j'ai ce monsieur-ci qui m'appelle, puis il y avait 2 chats errants. Une chatte avec un petit chaton. Puis ça rapprochait l'hiver, on était au mois d'octobre, puis il était concerné de la peur que ces petits chats-là allaient avoir des difficultés dans l'hiver. Mais c'était à l'extérieur des anciennes, des 4 communautés, donc il n'y avait pas de contrat pour Robertville ou Nicolas-Denis ou Sormani. Ça fait que, comme député, tu essaies toujours de dire oui. Donc, j'ai été voir le monsieur de Binero, que je connaissais très bien, puis en échange d'un sac de nourriture à chien, il m'a prêté des cages pour attraper les chatons. Puis je pourrais lui amener, puis lui va s'organiser pour les donner à quelqu'un. Ça fait d'installer les cages, puis 2 jours après, monsieur m'appelle, on a attrapé quelque chose. Quand j'arrivais là, c'était une bête puante. Finalement, on a attrapé les 2 chatons et je les ai amenés à la fourrière. Mais c'est juste pour vous dire, pas nécessairement évident des fois. C'était ça mon anecdote. Avez-vous des questions? Commentaires? Donc, c'est le contrat qu'on voterait dessus. Puis ça comprend tout le territoire. Les anciens DSL aussi? Ben, c'est que les anciens DSL étaient déjà desservis par la SPCA Nouveau-Brunswick. OK. Donc, on va établir une nouvelle arrêté pour l'ensemble de la municipalité. Puis, ils vont prendre tout le territoire. Le territoire, c'est un contrat. Oui. Questions? Moi, j'ai des questions. Qu'est-ce qui se passe avec les édifices et les équipements qui est là? Est-ce que ça appartenait aux municipalités ou ça appartenait aux propriétaires? C'est tout aux propriétaires. Aux propriétaires, OK. Le propriétaire, c'est tout fini, il ramasse, s'en va. Exact. Okay. C'est son building, c'est tout à lui, donc... C'est son choix? Oui. OK. Oui. Non, ben ça aurait pu être... Oui. Non, je comprends. Ouais. C'est vrai. Joël. J'avais une question. Le refuge, c'est le refuge qui est situé à Bathurst de la SPCA? Ou Je pense que SPCA Nouveau-Brunswick ils ont des ententes avec eux. Okay. Mais ça, c'est un service à travers de la province, donc ils ont des ententes particulières avec les SPCA dans le territoire. Okay. Là, ça me venait à l'esprit, là. Dernièrement, il y avait la SPCA Miramichi qui n'allait pas bien, puis ça me faisait penser, mettons, si Bathurst va pas bien, est-ce qu'on se retrouve dans une situation où c'est un peu compliqué, ou ça relève pas de nous du tout, donc on verra bien? C'est ça. Si les SPCA locales vont pas bien, eux doivent se trouver un endroit parce qu'ils ont fait un contrat, donc ils devront trouver de l'espace en quelque part. Marie? Ça me fait penser... alors, ça veut dire que s'il y a une demande ou un besoin quelconque, l'appel se fait à Bathurst? Non, ça se fait à SPCA Nouveau-Brunswick. C'est juste qu'ils utilisent les infrastructures qu'il y a de la SPCA locale, disons, pour peut-être garder les chiens ou ainsi de suite. Bien, c'est ça. Là, d'abord, OK.
qu'est-ce qu'on a, nous, ici, comme infrastructure pour la SPCA? On n'a n'a pas. Non. Donc... Le contrat est avec la SPCA Nouveau-Brunswick, puis eux autres faisaient un contrat à part avec les SPCA locales. Mais des SPCA locaux, il y en a, à Bathurst. À Bathurst, ouais. c'est ça. Fait que nous, pour nous desservir, ça va être à travers Bathurst. Ben, si tu veux le prendre de même, c'est vraiment la SPCA. Ils utilisent avec les locaux, là. J'essaie juste de voir... Il va y avoir un représentant le des SPCA. Le service qu'on va avoir si... des SPCA Nouveau-Brunswick. Okay. C'est combien de temps, ce contrat-là? Ça dure combien de temps? Ça, c'est annuel. OK, donc on peut revoir ça l'année prochaine? Oui. OK, merci. Je vais aller avec Annick, puis Gaston, pour ça, Anne. Moi, je serais curieuse de voir le contrat parce que j'ai eu comme une expérience avec... pour quelqu'un qui reste passé le chemin de fer, là, qui est de l'autre côté, qui techniquement était la région desservie par le SPCA Nouveau-Brunswick avant. Puis quand c'est une personne plus âgée, j'avais aidé à faire des appels. Puis quand on a contacté SPCA Nouveau-Brunswick, première chose, ils nous ont dit qu'ils ne font pas les animaux errants. Donc, si c'est l'animal qui est appartenu par une personne, là, ils les ramassent. Mais si c'est des animaux errants, ils les ramassent pas. Fait que ça, c'est comme quelque chose dans le contrat que je suis curieuse de voir. Puis l'autre chose, c'est que quand on a contacté la SPCA Bathurst, eux, ils étaient pleins. Ça fait, tu sais, j'aimerais comprendre la dynamique entre Service Nouveau-Brunswick, mon Dieu. SPCA Nouveau-Brunswick. Vraiment pas de lapsus, ça. SPCA Nouveau-Brunswick, si eux, on les appelle, est-ce que c'est seulement pour les animaux qui, mettons, quelqu'un qui a perdu son chien, il peut le ramasser, ou si c'est un animal errant, il ne ramasse pas. Puis l'autre chose, une fois que, mettons, que l'animal est ramassé, bien, ça dépend-tu de la capacité que que SPCA Bathurst a aussi. Là. Ça fait que j'aimerais juste comprendre ça un petit peu dans le contrat, ce qu'on pourrait le réviser. Ben, eux autres doivent suivre notre arrêté, parce que si vous regardez dans le contrat, ils demandent vraiment le numéro de l'arrêté sur lequel... Moi, j'ai déjà envoyé l'arrêté j'ai pris l'exemple de Beresford, donc j'ai pas eu de retour avec ça, puis les chiens ou les animaux errants sont dans l'arrêté, donc moi, je me couvre avec ça, mais c'est sûr que on n'aura pas le même service, probablement, qu'on avait avec la fourrière. Donc, c'est de quoi, et peut-être qu'on voudrait élaborer plus durant la prochaine année, mais il fallait, nous autres, quand même avoir quelque chose de prêt très rapidement. L'autre côté, ben, s'il faut qu'on achète l'infrastructure, toutes ces choses-là, c'est un gros investissement. Donc, honnêtement, j'ai hâte de voir moi aussi le service qu'on va avoir Non, puis si je comprends tout à fait ça, c'est peut-être juste de se familiariser avec le contrat comme il faut avant, pour le mettre en place pour pas avoir de surprises au fur et à mesure. Puis les infrastructures, je dis Bathurst, mais ils ont des ententes avec Restigouche, ils ont des ententes un petit peu partout. Là, mais... Encore une fois, c'est la première fois que moi aussi je vais avoir affaire avec eux, donc c'est sûr que c'est à découvrir. J'ai une dernière petite question. Je vais aller avec Anne, après ça, je vais passer à toi. Juste une petite question. Est-ce que c'est beaucoup plus dispendieux pour nous avec SPCA Nouveau-Brunswick que qu'est-ce qu'on avait? Non, si vous regardez le contrat, c'est moins dispendieux. OK, merci. Marie. Est-ce que ça se fait ou est-ce qu'on a fait comme une demande, une soumission, que peut-être qu'il y aurait un autre privé qui serait intéressé à prendre à faire ça, ou est-ce qu'on a cherché à ce côté-là? Ben, au départ, on a fait une vérification avec Béniro, voir s'il y avait de l'intérêt à vendre ou à... Tu sais, parce que le problème, c'est l'infrastructure. Tu sais, c'est pas tout le monde qui aurait l'infrastructure pour prendre... Puis, il a refusé. Donc, là, il voulait garder... Parce que c'est une maison aussi, là, donc... Okay. Mais c'est quelque chose qu'on peut regarder là, dans le futur. Avoir notre propre, comme, je sais pas comment dire, un chenille ou quelque chose comme ça. Oui. Okay, merci. Gaston, tu avais répondu à ta question. Avez-vous d'autres questions, commentaires? On réalise que le service qu'on va avoir, on va apprendre avec dans la prochaine année, puis on va peut-être des décisions à faire dans la prochaine année. J'en profite pour
remercier M. Gionnet, qui nous a offert ce service-là pendant 35-40 ans. Il a fait un excellent travail au niveau des 4 municipalités. Maintenant, on va explorer le service de la province. On sait qu'ailleurs, il y a eu des petits pépins à gauche et à droite. On va voir ce que ça va faire. Mais la journée qu'on ne sera pas satisfait, on peut se doter de notre propre service, il y a des coûts à ça. Ça fait, on aura une décision à faire au conseil. Avez-vous d'autres questions avant qu'on passe au prochain sujet? Pas de questions, pas de commentaires? Point numéro 6, Wanda, une demande de commandite, gala d'excellence en affaires. Merci. Nous avons reçu la demande de commandite pour le gala pour la Chambre des commerces cette année. Puis je voulais juste avoir une directive des membres du conseil s'il y avait un intérêt de faire une commandite cette année. Puis si oui, combien? Gaston? Oui, non, c'était quoi le montant? Parce que je sais que l'année passée, on a participé, je pense. L'année dernière, c'était 2 000 Une table, c'était combien? 2 000 puis c'était 2 tables l'année dernière. C'était 2 tables. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on renoue? Moi, je pense, M. le maire, on devrait continuer à commander sur le même format que l'année passée. C'est bon pour le réseautage. Puis... D'autres commentaires? Vous êtes d'accord avec le conseiller Grant? On va continuer. Qu'est-ce qu'on a fait l'an passé? Du 7? Oui, c'est d'accord avec ça aussi. C'est bon pour la communauté. Donc, c'est la même chose que l'année dernière? Parfait, merci. Point numéro 7, M. Ducette. Je propose de lever la réunion.